Salut, j'espère que vous allez bien. Je continue cette reprise en douceur de ma chaîne YouTube. Donc pour l'instant, comme vous le constaterez, je ne publie pas encore un rythme très régulier. J'essaie de reprendre tranquillement. Il y a beaucoup de raisons à cela que j'ai évoquées dans ma dernière vidéo, notamment le fait que je suis en pleine guérison d'un long burn-out. Je ferai une vidéo, comme je l'ai dit, à part entière sur le burn-out et surtout sur sa guérison, parce que ça a été vraiment un peu le parcours du combattant. Mais là, je commence à aller mieux, ça commence à aller de mieux en mieux. Je commence vraiment à sentir les bienfaits de cette pause professionnelle que je suis en train de vivre actuellement. Mais du coup aujourd'hui c'est pas le sujet de la vidéo, même si évidemment je vais forcément y faire référence parce que c'est très relié au sujet du jour. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du TDAH, de la neuroatypie, de tout ça parce que j'ai passé des tests et ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo à ce sujet. Mais en fait là j'ai eu le déclic parce que j'en ai parlé hier, j'ai fait des stories sur Instagram à ce sujet, ça a fait pas mal réagir et les réactions m'ont vraiment motivée à en faire une vidéo YouTube à part entière. Donc dans cette vidéo je vais parler un petit peu de mon cheminement vis-à-vis du diagnostic du trouble attentionnel, des difficultés diagnostiques qu'il peut y avoir à l'âge adulte et surtout des interférences qu'il peut y avoir, de la complexité en fait de faire un diagnostic fiable à 100% quand on est adulte et qu'on a parfois plusieurs troubles, plusieurs pathologies qui peuvent interférer. Je n'ai pas fait de formation en psychologie, peut-être que je le ferai un jour tellement je suis passionnée par le sujet, mais en tout cas ce n'est pas encore le cas à ce jour et je vous partage juste mes connaissances en tant que patiente et en tant que personne passionnée par la psycho. Donc par avance, s'il y a des experts qui regardent ces vidéos et que je fais quelques imprécisions, n'hésitez pas à me corriger dans la bienveillance. Cette vidéo relève davantage du témoignage et de mon expérience personnelle que d'une vidéo à titre informatif faite par un professionnel de santé. Donc du coup le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est donc un trouble qu'on peut diagnostiquer généralement chez l'enfant, c'est plus facile à déceler chez l'enfant et je vous expliquerai un peu pourquoi et surtout pourquoi les diagnostics tardifs peuvent être très compliqués. Les symptômes peuvent être assez différents chez un enfant et chez un adulte, mais voilà, je vais pas rentrer dans la définition du trouble parce que ça c'est des choses qu'on peut trouver partout sur internet, il suffit de faire quelques recherches. Moi je vais surtout vous parler de mon expérience parce que je la trouve assez intéressante par sa spécificité justement du diagnostic tardif et des interférences avec d'autres aspects de la psychologie comme les traumas, le trouble anxieux, la dépression, etc. Donc j'ai quand même une petite liste sous les yeux des principaux symptômes pour vous expliquer un peu dans lesquels je me reconnais personnellement ou pas, parce que évidemment avant d'aller passer des tests, j'ai eu quand même une suspicion d'avoir ce trouble. Généralement on commence d'abord par avoir un peu une suspicion, une forme un peu d'autodiagnostic qu'on va ensuite faire vérifier lors d'un rendez-vous chez une neuropsy. Donc notamment il va y avoir les difficultés de concentration, il va y avoir des symptômes d'impulsivité, il peut y avoir de l'hyperactivité mais pas forcément. Il va y avoir de la procrastination et des difficultés organisationnelles, donc évidemment c'est normal de procrastiner, tout le monde procrastine, ça veut pas dire forcément qu'on a un TDA, mais dans le cas du TDAH, ça va être à un stade où c'est vraiment très incapacitant dans la vie de tous les jours. Il peut également y avoir des problèmes de mémoire à court ou long terme, et enfin il peut aussi y avoir des effets au niveau de l'humeur, au niveau de la gestion des émotions, etc. Bon, ça c'est l'aspect du TDA que je connais un petit peu moins, c'est des symptômes que je connais mieux dans d'autres troubles, mais pas forcément celui-là. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais c'est les principaux que j'ai relevés pour cette vidéo. Moi pour ma part, j'ai plutôt une excellente mémoire, généralement surtout la mémoire à long terme. J'ai toujours réussi à me souvenir avec énormément de précision d'événements parfois très anciens, hormis l'amnésie traumatique bien sûr. À part ça, j'ai toujours eu plutôt une très bonne mémoire, j'arrive à retenir très facilement les informations, j'arrive à les synthétiser assez efficacement, etc. Mais par contre, au niveau attentionnel, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai tendance en fait à très facilement décrocher quand j'écoute quelque chose, j'ai besoin en fait de... Ma neuropsy disait de créer de l'interférence, c'est-à-dire que par exemple quand j'étais en cours, je ne peux pas écouter quelque chose, je ne peux pas écouter un professeur, je ne peux pas écouter une conférence si je ne m'occupe pas, si je crée pas de l'interférence en faisant quelque chose avec mes mains comme dessiner par exemple. J'ai besoin d'occuper mes mains et mes yeux, sinon je peux pas me focus au niveau auditif, donc j'ai besoin d'être stimulée de deux manières différentes. Donc j'ai réussi à m'adapter par exemple à l'école et c'est pour ça que c'est passé assez inaperçu parce que j'avais des bons résultats justement grâce à cette capacité d'adaptation, mais tout de même c'est quand même quelque chose qui était assez gênant au quotidien et j'avais quand même beaucoup de problématiques dans ma vie qui plaisait pas trop à mon entourage, comme par exemple le fait d'être assez... de pas être très ordonnée au niveau de mes affaires, donc d'avoir tendance à avoir beaucoup de bazar qui s'accumule, et plutôt que de ranger les choses au fur et à mesure, j'ai tendance à tout laisser traîner, et ensuite d'un coup je vais tout ranger sur un élan de motivation, ce qui fait qu'en fait je peux vraiment avoir un appartement parfaitement nickel et que ce soit le chaos dans les 48 heures et ensuite recommencer en boucle. Donc vraiment un côté très en montagne russe au niveau de mon fonctionnement. J'ai aussi, donc je sais pas si c'est une question d'attention, de maladresse ou un trouble de la proprioception, mais par exemple j'ai toujours été extrêmement maladroite, pas forcément dans le sens où je casse des choses, j'ai tendance à faire assez attention quand je porte des choses fragiles, etc. Mais par contre je me suis toujours cognée absolument partout, je passe mon temps à me faire des bleus, dès qu'il y a un obstacle sur mon chemin je suis obligée de me le prendre, c'est vraiment, je crois que de ma vie entière, mon corps n'a jamais été sans un seul hématome quelque part, tellement je me cogne absolument tout le temps. Donc ça pourrait être un trouble de la proprioception ou bien tout simplement un problème d'attention, je sais pas. J'ai aussi énormément de mal à rester focus quand on me parle. Dans les conversations, j'ai tendance à être distraite assez facilement. Ça peut arriver que parfois on me parle
et d'un coup pendant que la personne parle en fait je me rends compte que je suis complètement partie dans mes pensées, que j'ai décroché et en fait je m'en suis pas rendu compte et du coup d'un coup j'essaie de rattraper un petit peu le film et c'est super compliqué parce que ça veut pas dire que je m'en fiche, c'est juste mon cerveau qui est parti complètement ailleurs et je m'en suis pas rendu compte. Au niveau de tout ce qui va être tâches professionnelles, au niveau de l'organisation, j'ai une organisation qui est très chaotique, je vais avoir tendance à m'étaler dans tous les sens, à partir dans tous les sens, etc. Tout ça c'est des difficultés que j'avais toujours mis sur le compte de mon profil HP, donc au potentiel intellectuel, dans la mesure où en fait je me disais bah c'est la pensée en arborescence, comme mon esprit il part de A, B, C, il part dans tous les sens, ça fait une arborescence comme ça, bah en fait c'est pour ça que sur le plan cognitif en fait je m'éparpille et du coup j'ai tendance à pas faire attention, à être très dissipée, etc. Pareil pour le fait de devoir dessiner pour être capable d'écouter quelque chose, ou par exemple si je veux écouter un podcast, je suis obligée soit de faire du coloriage, soit de dessiner, soit d'éplucher des légumes, peu importe du moment que mes yeux et mes mains sont occupés. Ça pareil, je me suis dit bah peut-être que mon cerveau n'arrive pas à être focus sur un seul sens et j'ai besoin que plusieurs sens soient stimulés en même temps. Voilà, c'est des trucs auxquels j'ai pas forcément prêté trop attention avant de me pencher sur le diagnostic du TDA. Mais en tout cas voilà, c'est des exemples de symptômes que je pouvais beaucoup avoir et qui pouvaient faire penser à des difficultés attentionnelles. Et pour donner un dernier exemple au niveau organisationnel, ça va être que par exemple si jamais j'ai des choses que je dois pas oublier de faire, bah je vais les noter. Sauf qu'en fait je suis tellement désorganisée que je vais pas forcément toujours les noter au même endroit et parfois je vais tout simplement oublier de regarder si j'ai noté quelque chose. Donc en fait j'ai beau noter les choses pour ne pas les oublier, bah parfois je les note pas au bon endroit, j'oublie où je les ai notées, etc. Ça fait que parfois je rate des rendez-vous, etc. J'ai aussi un énorme problème avec la gestion du temps, je suis absolument tout le temps en retard. Si jamais j'ai un rendez-vous, je vais toujours partir à la dernière seconde parce qu'en fait j'ai une très mauvaise perception du temps, c'est-à-dire que je suis capable aussi bien de me préparer en 5 minutes qu'en 1 heure, mais si j'ai 5 minutes devant moi, je vais en prendre 7, si j'ai 1 heure, je vais prendre 1h05. Mais je vais jamais en fait réussir à rentrer dans le temps que j'ai parce que j'ai une mauvaise perception du temps. J'ai toujours l'impression d'avoir plus de temps que je n'en ai réellement ou que le temps va passer moins vite. Donc ça c'est un truc qui est très embêtant aussi pour mon entourage et pour mes rendez-vous et pour mon stress aussi et mon anxiété de manière générale parce que qu'on doit toujours courir pour être à l'heure au rendez-vous, c'est extrêmement stressant parce qu'après le moindre problème sur le trajet va nous faire angoisser encore plus, etc. Donc voilà, c'est plein de trucs qui, mis bout à bout, donc individuellement c'est pas des trucs très gênants, mais c'est vrai que le tout mis bout à bout, ça commence quand même un petit peu à peser sur le quotidien, à causer parfois des problèmes avec les proches, avec l'entourage, et à être tout simplement épuisant et stressant en fait à vivre au quotidien. Donc pour toutes ces raisons, j'ai eu envie de passer un bilan neuropsy avec une neuropsychologue qui est absolument géniale, qui me suit sur Bruxelles et qui me suit depuis maintenant 2 ans. Et j'ai donc passé un bilan avec cette neuropsy, donc je l'ai sous les yeux parce que voilà, j'avais quand même envie d'avoir un petit support visuel, ça va m'aider à pas trop partir dans tous les sens. Donc avec plusieurs parties, donc ici je vois il y a d'abord la partie bilan mnésique et attentionnel, donc mémoire et attention. Donc dans les différents types de mémoire qu'on a testés, il y a la mémoire à court terme, la mémoire de travail, la mémoire à long terme verbale, la mémoire à long terme visuelle. Donc bien sûr je vais pas vous détailler tous les exercices parce que ce serait trop long et surtout parce que je me rappelle plus de tout en détail vu que c'était en automne 2021. Mais du coup ça va être beaucoup des trucs avec des chiffres à mettre dans l'ordre, etc. Et visuels qu'il faut repérer assez vite, dont il faut se souvenir, etc. Ensuite il y a le fonctionnement attentionnel, donc il y a l'attention auditive sélective, l'attention visuelle sélective, l'attention divisée, donc ça je crois que c'est quand c'est visuel et audio. Ensuite il y a l'inhibition motrice, donc ça je crois que c'est par rapport au test pour l'impulsivité. Et ensuite il y a la conclusion, donc c'est comme ça que se présente mon bilan neuropsy. Et du coup mon bilan est super hétérogène parce que comme je l'ai expliqué, j'ai quand même des excellentes capacités de mémoire. Donc au niveau de la mémoire j'ai aucun problème, c'est écrit performance en mémoire court terme dans la norme, mémoire de travail dans la norme, mémoire long terme verbale et visuelle dans la norme. Donc au niveau de la mémoire vraiment il n'y a rien à signaler. Mais par contre au niveau attentionnel, quasiment tout est déficitaire. Donc notamment au niveau de l'attention sélective auditive, au niveau de l'attention divisée c'est déficitaire au niveau auditif et dans la norme au niveau visuel, et des capacités d'attention soutenues déficitaires. Donc ce qui est drôle c'est qu'en fait ça correspond énormément à tout simplement à ce que j'ai toujours vécu dans ma vie, c'est-à-dire qu'au niveau de la mémoire j'ai jamais eu de problème particulier. Et au niveau de l'attention, c'est vraiment au niveau oral, c'est-à-dire c'est quand on me parle, c'est quand j'écoutais un prof parler, c'est quand j'écoute une conférence, bah là je suis obligée de m'occuper, etc. pour rester concentrée parce que je suis incapable de rester focus sur quelque chose que j'entends. Par contre, au niveau de l'attention visuelle, ça, il n'y a pas trop de soucis. Donc c'est vraiment très spécifique dans le cas de mon bilan, d'où l'intérêt aussi de passer un test, parce que ça permet de confirmer où sont nos points forts et où sont nos faiblesses. En conclusion, ma neuropsy avait mis que ces difficultés attentionnelles pouvaient être secondaires à l'état psycho-affectif. L'anxiété, les états de dépression, les difficultés du sommeil peuvent en effet impacter les fonctions attentionnelles. Suite à ça, j'ai eu des rendez-vous avec la neuropsy pour discuter de mes résultats, etc. Et on a longuement parlé de est-ce qu'il y a un trouble attentionnel ou bien est-ce que c'est lié à autre chose. Et selon elle, en fait, c'était difficile de me diagnostiquer un trouble de l'attention parce que y a beaucoup de choses qui peuvent interférer avec ces résultats et être en cause en fait dans mes difficultés attentionnelles. Donc ça, comme j'ai dit, c'était il y a 1 an et demi
à peu près, c'était vers août ou septembre 2021. À ce moment-là, moi j'avais surtout retenu que j'avais pas de TDAH. Je me suis pas vraiment considérée comme ayant un TDA suite à ça, mais ce qui a un petit peu fait changer les choses dernièrement, et c'est ce que j'ai expliqué dans ma story hier, il y a eu un petit plot twist, c'est que suite à mon burn-out, j'ai dû commencer un suivi avec une psychiatre, et dès le deuxième rendez-vous avec cette psychiatre, en fait, on a directement évoqué l'impact et le poids que peuvent avoir mes troubles attentionnels sur ma vie quotidienne. Elle m'a même proposé en fait d'envisager un traitement pour ça. Donc alors il me semble qu'en France, j'ai toujours entendu le mot Ritaline. Ici en Belgique, les thérapeutes disent toujours Rilatine, donc je crois que c'est le même médicament, mais c'est juste pas le même nom. Mais du coup, je vais dire Rilatine puisque c'est ce que mes thérapeutes me disaient. On a parlé éventuellement de me faire tester un très faible dosage de Rilatine le matin. Le matin, quand ma journée commence, en fait, je perds des heures à essayer de me rappeler ce que je dois faire de ma vie, ce que je dois faire, même si j'ai des listes, même si je me suis organisée la veille, etc. C'est comme si le matin, ça faisait vraiment un blank et qu'il fallait que je reparte de zéro et que je retrouve tous mes repères pour faire une routine, en fait, juste pour me rappeler que je dois faire ma routine, etc. En fait, j'ai énormément de mal à focus le matin, et du coup, ça pourrait être un truc qui m'aide à être fonctionnelle plus rapidement quand je me réveille le matin. Mais aussi parce que voilà, c'est quelque chose qui entretient un petit peu mon anxiété, etc. Donc, on a envisagé ça, mais moi, j'étais un peu surprise qu'elle me propose ça parce que je disais, mais écoutez, moi, ma neuropsychologue, elle m'a dit que j'avais pas de TDA. Ça m'étonne un peu que vous me conseilliez ça. Et elle m'a dit tout simplement d'en reparler avec ma neuropsy, au cas où j'aurais mal compris, etc. Et effectivement, c'était le cas. Parce que du coup, je suis retournée voir ma neuropsy une semaine ou deux après, et je lui ai parlé de la proposition de ma psychiatre de me faire tester un faible dosage de Rilatine le matin. Et ma neuropsy m'a dit qu'en fait, elle a jamais dit que j'avais pas de TDAH. Elle m'a juste dit que c'était compliqué de le diagnostiquer avec une certitude à 100% dans la mesure où beaucoup de choses pouvaient interférer avec ça. Ça sera la deuxième partie de ma vidéo, j'y viens bientôt. Mais du coup, elle me disait en fait, ça n'empêche pas du tout que vous ayez un TDAH, mais c'est juste que au vu de votre passé psy, au vu des difficultés que vous avez rencontrées et de toutes les choses qui peuvent interférer avec vos capacités attentionnelles, c'est compliqué de vous dire si vous avez bien un TDAH, donc que j'aurais eu dès l'enfance, et que pour ça il aurait fallu le diagnostiquer quand j'étais enfant, mais comme ça n'a pas été fait, bah aujourd'hui, à l'âge adulte, c'est très compliqué de me donner un diagnostic sûr à 100%. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'on ne peut diagnostiquer aucun adulte, c'est juste que à partir du moment où il y a d'autres pathologies au niveau psychologie, psychiatrique, etc., ça peut vraiment interférer et donc ça complique énormément le diagnostic. Et de plus, ma neuropsy a ajouté que, quoi qu'il en soit, la Rilatine pouvait m'aider effectivement, puisque à partir du moment où il y a un déficit attentionnel, en fait, ça peut servir à ça, ça peut aider. Donc que ce soit un TDAH ou pas, en fait, ça change pas grand chose, ça peut valoir le coup d'essayer. Donc je vais voir avec ma psychiatre si on essaye ou pas. Si c'est le cas, peut-être que je pourrais faire un retour. Je sais qu'il y a des gens qui sont très farouchement contre la médication, de peur d'avoir une dépendance ou de plus pouvoir s'en passer. Moi, ça pourrait être vraiment une béquille temporaire que j'envisage. Mais voilà, en tout cas, ma neuropsy m'a dit non, c'est tout à fait possible que vous ayez un TDA, même si on n'en est pas sûr à 100%, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même toujours tester ce traitement, surtout si c'est un faible dosage, voilà, ça devrait pas avoir trop d'effets secondaires. Donc en conclusion de cette première partie, est-ce que j'ai un TDAH? Je ne sais pas, mais le fait est qu'à partir du moment où j'ai un déficit attentionnel qui a été diagnostiqué, bah c'est plus simple pour moi de dire que j'ai un trouble de l'attention. C'est juste qu'en fait, je peux pas savoir avec certitude si je l'ai de naissance, comme le TDAH normal, si c'est donc une neuroatypie que j'ai toujours eue, ou bien si c'est symptomatique d'autres troubles que j'ai pu avoir au cours de ma vie. Et c'est le sujet de cette deuxième partie où je vais vous développer un petit peu plus ce qui peut interférer en fait avec les capacités attentionnelles. Donc je vais vous parler à nouveau de ce qui a pu interférer dans mon cas, mais encore une fois, chaque cas est unique et ça peut être... il y en a sûrement plein d'autres que je ne connais pas. Mais ne serait-ce qu'au niveau des pathologies physiques, je sais qu'il peut y avoir aussi énormément de choses qui vont impacter les capacités cognitives, attentionnelles, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas une liste exhaustive, c'est juste mes exemples à moi. Donc dans mon cas, qu'est-ce qui peut interférer? Bah premièrement, comme je l'ai un petit peu évoqué, le fait d'avoir un profil HP et donc d'avoir un fonctionnement cognitif assez particulier, assez atypique, avec la pensée en arborescence, en fait, c'est normal d'avoir un peu plus de difficultés à rester concentré. Donc au niveau attentionnel, en fait, la pensée arborescence du profil HP peut entraîner des difficultés attentionnelles, mais qui ne sont pas sur un plan neurologique, mais simplement sur un plan cognitif. Ça s'explique au niveau cognitif, au niveau du fonctionnement, du schéma de pensée, ça peut expliquer des difficultés d'attention. Par exemple, chez les enfants qui sont HP, les enfants précoces, il peut y avoir un décrochage scolaire s'ils sont pas assez stimulés. Donc ça peut donner l'impression et orienter un peu faussement vers un diagnostic TDA, alors que c'est pas forcément le cas pour un enfant. Et à l'âge adulte, pareil, il peut y avoir un peu des similitudes entre ces deux profils. Mais bien sûr, c'est aussi tout à fait possible d'avoir les deux. Donc ça, c'est le premier point qui peut interférer. Le deuxième point, ça va être au niveau de mon passé psy, au niveau des traumatismes, au niveau de la dépression anxieuse dont j'ai souffert de mes 9 ans jusqu'à mes 16 ans. Ce que ma neuropsy m'a expliqué, c'est qu'en gros, le fait d'avoir été dans un état anxio-dépressif assez sévère de mes 9 ans jusqu'à mes 16 ans, donc en plus très précoce, à un âge où le cerveau se développe encore, ça peut avoir des impacts au très long terme sur ma vie, parce que le fait d'être en état de survie, d'avoir le cerveau qui est exposé à un stress constant sur plusieurs années, ça va tout simplement dérégler certains fonctionnements du cerveau, notamment tout ce qui va toucher au niveau du cortisol, donc l'hormone du stress. Ça peut avoir un impact au long terme sur le cerveau, parce que en fait, ça crée un fonctionnement anxieux qui peut devenir chronique ensuite, et
dans mon cas, j'ai eu des périodes où cette anxiété avait complètement disparu, notamment quand j'avais entre 17 et 19-20 ans, je dirais. À ce moment-là, ça allait beaucoup mieux. Mais là, depuis quelques années, mon anxiété est revenue en puissance. Et typiquement, le trouble anxieux, ça peut énormément jouer sur les capacités attentionnelles. Et globalement, tout ce qui va être en lien avec mon passé psy, donc le fait d'avoir des traumas assez lourds, le fait d'avoir été en dépression, d'avoir un trouble dépressif assez récurrent dans ma vie, etc. Toutes ces choses-là, en fait, forcément, ça interfère avec mes capacités attentionnelles pour plein de raisons différentes, et notamment celle à laquelle j'arrive et qui est une des plus évidentes, en tout cas en ce moment dans ma vie, c'est tout simplement mon burn-out. Pourquoi? Parce que mon burn-out, c'est pas qu'un burn-out professionnel. En fait, je pense que si j'avais jamais eu mon passé psy, si j'avais jamais eu tous ces traumas, si j'avais pas eu de troubles d'anxiété graves quand j'étais plus jeune, je pense qu'aujourd'hui, à un niveau de travail égal et à difficulté égale dans ma vie, je serais pas du tout dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis dans cet état de burn-out assez sévère, c'est tout simplement parce que j'ai une fragilité au niveau psychologique qui est liée à mon passé, qui est liée à mes antécédents psychiatriques, qui fait que quand je suis exposée à du stress, que ce soit au niveau professionnel ou quoi, en fait ma réponse anxieuse va être parfois un peu démesurée, et ça fait que finalement j'ai une vulnérabilité vis-à-vis du burn-out et du surmenage qui est assez élevée. Et aussi ces difficultés attentionnelles, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que du coup ça fait que j'ai tendance à beaucoup plus m'épuiser mentalement quand je travaille, etc. Et pourquoi j'insiste vraiment sur le burn-out, et c'est pour ça que je voulais vraiment terminer là-dessus, parce qu'en fait mes difficultés attentionnelles, mes difficultés qui ressemblent en fait à des symptômes de troubles attentionnels sont vraiment décuplées depuis que je suis en burn-out. Donc ma neuropsy, des mois après avoir fait ce bilan attentionnel où là j'avais pas trop de problèmes au niveau de la mémoire, etc. À partir de l'été 2022, ma neuropsy a commencé à déceler chez moi des signes assez alarmants de burn-out. Et ce burn-out n'a fait que s'aggraver jusqu'à temps que je me mette en arrêt, donc je me suis mise en arrêt début février. Mais du coup j'ai passé 6 mois à continuer à travailler alors que j'étais déjà en burn-out. Et depuis ce moment-là, je sens que là, évidemment au niveau attentionnel c'est la catastrophe, mais surtout pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à avoir des troubles de la mémoire. Donc ça c'est des trucs que je développerai plus dans ma vidéo sur le burn-out, mais vraiment moi qui ai toujours eu une mémoire hyper performante où vraiment j'arrive à me rappeler de tout avec beaucoup de détails, je peux vous dire que le contraste m'a vraiment frappée et m'a beaucoup choquée, parce que ça m'est arrivé parfois d'avoir des trucs mais complètement incompréhensible. Pour vous donner 2 exemples qui m'ont vraiment choquée, le premier c'est par exemple une fois une cliente, heureusement qui est aussi une amie, m'avait envoyé des trucs que je lui avais demandé de m'envoyer, elle me les avait envoyés par mail le samedi, on en avait même parlé, je l'avais remerciée pour les documents qu'elle m'avait envoyés, etc. Et le lendemain, je lui ai envoyé un message en me disant ouais par contre est-ce que tu peux vraiment m'envoyer ça parce que ça devient urgent, etc. Et elle m'a dit mais je te les ai envoyés hier. J'avais complètement oublié alors qu'on en a parlé la veille, donc ça c'est un truc qui m'a vraiment choquée parce que c'était dans les 24 heures précédentes, donc au niveau de la mémoire court terme, et au niveau de la mémoire long terme, pour donner un deuxième exemple, une fois j'ai une amie que je connais depuis des années, j'étais avec elle à un événement et mon copain est venu me chercher. Et mon copain a déjà rencontré cette amie, bon il l'a pas vue énormément de fois, mais en tout cas ça fait quand même depuis au moins 1 an et demi, voire 2 ans qu'il la connaissait en vrai, qu'il avait déjà eu l'occasion de la rencontrer, et entre temps ils s'étaient recroisés, il avait pu échanger plusieurs fois quand il venait me chercher à des événements ou bien ce genre de trucs. Mais en tout cas voilà, ça faisait quand même 1 an et demi au moins qu'ils se connaissaient en vrai, et quand mon copain est arrivé, je les ai présentés, donc j'ai essayé de présenter mon copain à une amie alors qu'ils se connaissaient depuis au moins 1 an et demi. Et ça a créé vraiment un moment de suspens où personne comprenait trop pourquoi je faisais ça. Et c'était très embarrassant parce que vraiment je me suis dit mais j'ai eu un blanc, vraiment un trou de mémoire complet quoi. Je me rappelais plus du tout qu'ils se connaissaient déjà. Et en fait ces trous de mémoire ils peuvent paraître plus ou moins anodins pour des gens qui ont peut-être des difficultés de mémoire en temps normal. Mais comme moi j'ai toujours eu un fonctionnement au niveau de la mémoire qui est assez excellent et qui m'a jamais trop fait défaut, forcément là pour le coup ça m'a beaucoup choquée, et surtout ça m'a beaucoup déstabilisée parce que ça m'a fait prendre conscience en fait de l'effet que pouvait avoir le burn-out sur mon fonctionnement, sur mon cerveau, et c'était quand même assez flippant en fait. Donc tout ça pour dire que clairement s'il y a bien un trouble qui va énormément interférer au niveau des symptômes de mémoire et au niveau des symptômes attentionnels, c'est vraiment le burn-out. Je trouve que de toutes les pathologies dont j'ai pu souffrir dans ma vie, c'est celle qui m'a le plus frappée justement au niveau de ses manifestations sur ce plan-là. Et du coup, clairement, maintenant que je suis en burn-out, j'ai l'impression d'avoir un trouble attentionnel super intense, ce qui n'était pas autant le cas avant, à l'époque où j'ai fait mon bilan. Et d'ailleurs, je pense que si j'avais fait ce bilan attentionnel 1 an plus tard, les résultats auraient été beaucoup plus catastrophiques, même au niveau de la mémoire. Donc voilà, là où je voulais en venir avec cette vidéo, c'est tout simplement que en psychologie, il y a vraiment un monde énorme, un gap énorme entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que dans la théorie, on va avoir des troubles qui sont classifiés en catégories, des troubles, des pathologies, des maladies, avec chacune leur liste de symptômes, etc. Mais
Dans la pratique, et c'est pour ça que les diagnostics sont beaucoup plus compliqués que ce à quoi on pourrait s'attendre, dans la pratique en fait il y a tout plein de choses qui vont interférer. Déjà le fait qu'il peut y avoir des comorbidités, des troubles qui s'additionnent, qui interfèrent les uns avec les autres, il y a tout le vécu en fait du patient, tout son environnement, son hygiène de vie, tout ça qui va interférer avec les diagnostics. En fait il y a tellement de facteurs, tellement de... le fait d'être neuroatypique ou pas, le fait d'avoir des pathologies adjacentes, tout ça en fait c'est des éléments qui peuvent tellement interférer entre eux que les diagnostics en psychologie, en neuropsy et de manière générale, même dans la santé physique c'est le cas, mais je trouve que dans tout ce qui est au niveau mental c'est encore plus complexe, c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air et c'est pour ça que je pense que c'est très important de se faire diagnostiquer par un professionnel de santé. Je pense que c'est quand même important d'avoir un avis professionnel parce qu'en fait plus j'ai de réponses et plus j'ai de questions en fait. Et quand je vois tout ça, quand je vois en fait l'étendue de toutes ces choses et que j'apprends en fait à me connaître grâce à ces suivis que je fais aujourd'hui, en fait parfois j'ai encore plus de questions que de réponses en ressortant et je me dis mais heureusement que j'ai ces thérapeutes qui peuvent répondre à mes questions parce qu'en fait c'est tellement infiniment plus complexe, infiniment plus subtil que juste j'ai tel diagnostic, j'ai tel diagnostic, j'ai tel trouble, etc. Non, en réalité c'est super compliqué et ça va être totalement différent d'un individu à l'autre. Là je vous ai donné mon témoignage, il y a sûrement d'autres personnes qui vont avoir un vécu très similaire. Je pense qu'il peut y avoir des parcours, des errances diagnostiques tout aussi complexes pour des raisons complètement différentes, que ce soit à cause d'une maladie physique qui peut interférer ou tout autre schéma, mais tout ça pour dire qu'en fait un diagnostic c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas on rentre dans une case ou on n'y rentre pas. On peut très bien être un peu entre deux, on peut très bien être sur un spectre mais sans savoir exactement où, etc. Tout simplement parce que en fait la santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, en fait dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué que sur le papier. Et dans mes stories que j'avais publiées sur Instagram hier et qui avaient fait beaucoup réagir, où j'ai eu beaucoup de messages de soutien, etc., j'avais conclu en disant que je voulais apporter en fait mon soutien à toutes les personnes qui justement sont en difficulté par rapport à une errance diagnostique, que ce soit au niveau d'une pathologie physique, d'une pathologie mentale, d'un trouble physique, d'un trouble mental, d'un trouble neuroatypique, peu importe. Je voulais apporter mon soutien à toutes les personnes qui se trouvent dans des situations compliquées, où ils n'arrivent pas forcément à se faire diagnostiquer, ou alors les personnes qui ont un diagnostic mais qui leur apportent pas vraiment de réponse à leurs questions. Et puis aussi je pensais aux personnes de la génération précédente qui ont vécu toute leur vie avec des troubles qui n'ont pas été diagnostiqués. Je pense beaucoup à la génération de mes parents. Moi-même j'ai des proches dans mon entourage dont je suspecte très fortement le fait d'avoir eu une neuroatypie jamais diagnostiquée et qui en ont souffert toute leur vie. Parce que d'un côté je suis super heureuse qu'aujourd'hui ce soit plus facile de se faire diagnostiquer parce que tout simplement ce sont des sujets qui sont moins tabous, dont on parle plus, il y a une meilleure connaissance du sujet, donc c'est plus facile d'en prendre conscience pour ensuite aller éventuellement passer des tests. Mais aussi voilà tout simplement le fait qu'aujourd'hui on parle plus de santé mentale, on parle plus de tous ces sujets là, les gens peuvent se reconnaître, se sentir moins seuls, il n'y a plus ce tabou autour de ça et on est aussi beaucoup mieux pris en charge. Donc ça c'est des choses qui sont super chouettes, mais je pense que malgré tout ça reste quand même pour beaucoup de personnes qui se retrouvent en fait avec beaucoup de questions, qui ont du mal à comprendre dans quelle case ils rentrent, etc. Et dans son parcours en fait, dans son parcours de guérison, dans son parcours de vie, ça peut vraiment être très pesant parce que par exemple le TDAH quand il n'est pas diagnostiqué et qu'on arrive à l'âge adulte, en fait il y a plein de choses de notre vie qui sont un peu hors de notre contrôle, auxquelles on s'est habitué mais qui représentent un poids en fait, qui sont assez incapacitants et c'est juste que on y est habitué donc on n'y prête plus forcément attention, on se rend pas compte que c'est un problème mais qui finalement ne sont pas normaux et généralement c'est plus les autres qui vont s'en apercevoir que nous-mêmes. Aujourd'hui je vais donc considérer que j'ai un TDA parce que c'est beaucoup plus simple pour moi à expliquer et aussi tout simplement parce que les étiquettes permettent aussi de simplifier les choses. Mais voilà, j'avais envie de partager mon témoignage au cas où il y aurait d'autres personnes éventuellement qui se retrouveraient dans ma situation ou bien qui seraient aussi perdues que je l'étais il y a 2-3 ans parce que ça peut peut-être les aider à mieux comprendre leurs difficultés. Je sais que dans mon cas j'ai eu la chance d'être tombée sur une neuropsy qui est absolument excellente et qui prend énormément le temps de m'expliquer, de répondre à toutes mes questions, etc. Mais c'est pas forcément facile pour avoir vu beaucoup de thérapeutes, c'est pas forcément facile de trouver des thérapeutes qui sont aussi bons. Et du coup voilà, si vous n'avez pas eu cette chance, en tout cas j'espère que ma vidéo pourra vous apporter des pistes de réflexion et que ça pourra peut-être aider ou éclairer certaines personnes ou tout simplement faire écho à votre parcours et si c'est le cas c'est déjà très bien. Donc voilà, cette vidéo était complètement improvisée, j'ai essayé quand même de la structurer comme je pouvais, mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.